Depuis les montagnes des Alpes jusqu'à la Sicile, la péninsule italienne s'étire du nord au sud sur plus de 1700 km, comme un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Située à la rencontre de plaques tectoniques actives, l'Italie est sans cesse menacée par des séismes, des éruptions volcaniques et des glissements de terrain. En suivant ses 7500 km de côte, l'Italie nous dévoile toutes les nuances des paysages méditerranéens. Milan et Rome, Turin, Naples et Palerme sont les pôles d'attraction d'un territoire aux influences multiples et aux inégalités marquées. Devenue quatrième puissance européenne derrière l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, elle trouve sa force dans sa diversité et ses particularismes régionaux. C'est ainsi que l'Italie se présente aujourd'hui, une nation toujours à la recherche d'un équilibre, partagée entre un nord tourné vers l'Europe et un sud qui regarde vers la Méditerranée. Prenons 24 heures entre un lever de soleil et son coucher pour découvrir les forces qui l'animent et façonnent son territoire. Quand commence notre voyage, quelques heures avant l'aube, l'Italie est naturellement endormie. Seuls veillent ceux qui ont pour mission sa sécurité. À Naples, les sismologues de l'Institut de géographie et de vulcanologie ont l'œil rivé sur leurs écrans de contrôle. Comme toutes les nuits, ils n'ont pas cessé d'observer les oscillations du sous-sol et l'activité des dizaines de volcans qui menacent toujours d'entrer en éruption. À Rome, au centre de coordination des opérations de sauvetage maritime, on surveille les mouvements des navires au large de la Sicile, où circulent les bateaux des migrants en provenance de Libye. Au même moment, à 700 km de Rome, à l'ouest de la Sicile, dans le port de Trapani, un bateau de secours se prépare à lever l'ancre en direction des côtes libyennes. Il est 6 heures et le soleil s'est levé. Une bonne partie de l'Italie est déjà debout. À l'autre bout du pays, au nord, aux abords de la gigantesque barrière des Alpes, l'incessant trafic qui met l'Italie en communication avec le reste du continent européen a déjà commencé. Longtemps, l'arc alpin s'est dressé comme une frontière infranchissable qui mettait théoriquement l'Italie à l'abri des invasions. Plusieurs sommets à près de 4000 mètres, la neige éternelle, souvent, et des pics vertigineux avaient des vertus dissuasives. Pour entrer en Italie par les Alpes, une seule solution. Les cols, situés à 2000 mètres d'altitude. C'est la route des conquérants célèbres, d'Hannibal à Napoléon. Mais c'est surtout la grande voie traditionnelle des échanges et du commerce. À l'est, le tunnel du Brenner reliera bientôt l'Italie à l'Autriche. Au centre, le tunnel du Saint-Gothard, 57 km, le plus long du monde, unit la région du Tessin à la Suisse. À l'ouest, celui du Mont-Blanc joint l'Italie à la France. Ces connexions percées dans la roche ont transformé tout le paysage économique de la péninsule. Le tunnel du Fréjus, par exemple, long de 13 km, est actif depuis 1980, reliant Modane, en France, dans la vallée de la Maurienne, à Bardonecchia, dans le Piémont. Il assure une circulation optimum entre Lyon et Turin. Près de 5000 véhicules l'empruntent chaque jour, dont un tiers de poids lourds. En 1999, un incendie dans le tunnel du Mont-Blanc a causé la mort de 39 personnes, entraînant sa fermeture pendant 3 ans. Depuis, les règles ont été renforcées dans chacun des tunnels des Alpes. Le tunnel du Fréjus est surveillé 24 heures sur 24 par plus de 200 caméras reliées au poste de contrôle situé en Italie. Sì, Piero, se ti prepari con 2 veicoli per la visita. Ok, allora ne mettiamo uno davanti e uno dietro, ok.
Toute l'infrastructure du tunnel a été repensée dans le but d'éviter la tragédie du Mont Blanc. C'est ici que travaille Salvatore Sergi, responsable de la surveillance nocturne. Nous avons tout un système de ventilation et puis surtout on a une équipe d'intervention d'urgence qui est opérationnelle au poste de contrôle. Et dans le tunnel, on a 2 postes fixes avec un véhicule de lutte contre l'incendie pour intervenir à tout moment. Devant la croissance du trafic au fil des ans, la France et l'Italie ont décidé de grands travaux. Au sein du tunnel du Fréjus, on est en train de construire une galerie parallèle qui permettra de séparer les flux et de renforcer la sécurité des conducteurs. À l'échéance 2020, cette galerie parallèle permettra d'absorber l'augmentation prévue du trafic transalpin. Ainsi, en multipliant les voies de communication à travers les Alpes, l'Italie affirme sa volonté d'être connectée au reste de l'Europe. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Il est 7 heures et l'Italie se met au travail. À Premaor di Miane, dans la province de Trévise, on se prépare pour une grosse journée de vendange. Avec la chaleur qui s'annonce, les plagistes sont déjà à l'ouvrage. À Venise, à l'Académie des Arts, avec d'infinies précautions, on finit de décrocher l'apothéose de Sainte-Ursule, une immense toile de 5 mètres sur 3. Le tableau part aujourd'hui même à Rome, afin d'y être restauré. À Turin, les participants au Salon du Goût dressent leur stand d'exposition dans le cœur historique de la ville. À première vue, tout est donc conforme à cette image de l'Italie où il fait bon vivre. Pourtant, le pays vit sous la menace constante de cataclysmes majeurs. En 2016, à 150 km à l'est de Rome, un violent séisme de magnitude 6.2 a causé la mort de près de 300 personnes. Son épicentre était situé dans le village de Norcia, au cœur de la chaîne montagneuse des Apennins. En pleine nuit et en quelques minutes, dans plusieurs villages de la région, les maisons se sont effondrées sur leurs habitants endormis. Surveiller l'activité des ondes sismiques, c'est la tâche des spécialistes de l'Institut national de géophysique et de volcanologie, dont le siège est à Rome. Nuit et jour, on y recueille en temps réel des données qui remontent de tout le territoire. Cette photo est très intéressante. On vient de la récupérer. Elle est impressionnante. C'est le bâtiment de Amatrice? Oui, c'est l'un des seuls qui sont encore debout. Il est 8 heures. Salvatore Mazza, le responsable de la division sismologie, commence sa journée de travail. Les tremblements de terre sont son quotidien. L'activité sismique a toujours été importante en Italie. Il faut savoir qu'en moyenne, en une journée, on détecte une 50aine de tremblements de terre à travers l'Italie. Le tremblement de terre du 24 août 2016 a eu lieu dans cette zone-là, souvent sujette à des séismes. On peut dire que ce tremblement de terre est assez typique des Apennins. Et si ces montagnes se trouvent à cet endroit-là, c'est parce que quelqu'un les a fait pousser, si je puis dire. Et les responsables, ce sont les séismes. En fait, le pays se trouve entre le marteau et l'enclume, à l'intersection entre 2 plaques tectoniques situées sur la croûte terrestre, la plaque africaine et la plaque eurasiatique. Lorsqu'elles se rapprochent, dans un mouvement de convergence, ces 2 zones entrent en collision et elles broient tout ce qui se trouve sur leur passage. Il existe une ligne imaginaire sur laquelle on trouve des séismes plus fréquemment. Les montagnes constituent un indice de la présence de tremblements de terre, surtout s'il s'agit de montagnes jeunes comme les Apennins. Depuis les années 50, l'Italie est frappée par un tremblement de terre dévastateur en moyenne tous les 5 ans.
La succession des catastrophes accentue la pression qui pèse sur les pouvoirs publics et les scientifiques. Désormais, l'opinion exige d'être informée quand une menace se fait jour. L'opérateur a une demi-heure pour ajuster la localisation, parce que la plupart du temps, il faut l'affiner. Ensuite, on la communique de nouveau à la protection civile. C'est un être humain qui transmet les informations sur ce séisme après les avoir affinées. En plus de cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de son patrimoine urbain et culturel, l'Italie doit affronter une autre menace. Tout le sud du pays est parsemé de volcans en activité. Plusieurs d'entre eux ont déjà provoqué des catastrophes qui les ont rendus mondialement célèbres. Naples, la troisième ville d'Italie, est menacée de disparaître. Le Vésuve est le volcan le plus surveillé du monde. Il a détruit Pompéi en l'an 79. L'histoire de Naples est jalonnée de ces soudaines et fatales éruptions. Un evento sismico registrato ieri mattina nell'area Vesuvio alle 7:19 ora GMT. Mais de nos jours, il n'y a pas que le Vésuve qui mobilise l'extrême vigilance des chercheurs. Il est en sommeil depuis sa dernière éruption en 1944. Un autre volcan les préoccupe, celui des Campi Flegrei, situé lui à l'ouest de la ville, et qui montre des signes inquiétants d'intense activité. En fait, il s'agit d'une caldeira volcanique très étendue. Nous avons non pas une structure centrale, mais plusieurs petits volcans qui sont apparus au cours des derniers millénaires, résultant d'éruptions diverses. En fait, on assiste à un très lent soulèvement depuis 2005. Et en ce moment, on surveille son activité. Regardez comme ce soulèvement est notable. On surveille aussi l'île d'Ischia. Tout le monde ne le sait pas, mais il s'agit d'une île volcanique. On dispose aussi de stations de surveillance sur le volcan Stromboli. Il produit environ 200 explosions par jour, qui ne sont heureusement pas dangereuses. Mais il peut arriver qu'il produise des explosions importantes. Voilà pourquoi il est nécessaire de le surveiller pour garantir la sécurité. Même endormi, le Vésuve dominant la baie de Naples de ses 1000 mètres d'altitude reste un des volcans les plus dangereux du monde. Tous les Napolitains savent qu'il se réveillera un jour ou l'autre et que son tempérament explosif causera à nouveau des dégâts. Le principal danger lié à l'activité du Vésuve lorsqu'il entre en éruption est avant tout constitué par les flux pyroclastiques, parce qu'il s'agit d'un danger immédiat. Lorsque le Vésuve rentrera en éruption, des nuées ardentes dévaleront ses flancs à plus de 300 km/h et des milliers de tonnes de cendres brûlantes retomberont sur l'agglomération. Voilà pourquoi on continue de le surveiller jour et nuit. On l'a bardé d'innombrables capteurs et de stations de mesure disposées autour de son cratère. En cas d'éruption imminente, les autorités déclencheront le plan Vésuve, un dispositif de la protection civile pour évacuer l'agglomération qui devra aussi être adapté en cas de problème sur les Campi Flegrei. Dans tous les cas, prendre la décision de lancer l'alerte doit se faire très rapidement. Surtout aux abords d'une grande ville comme Naples, où vivent près d'1 million de personnes qu'il faudra évacuer ou mettre à l'abri en un temps record. Ces zones sont densément urbanisées parce qu'il existe un rapport entre l'homme et le volcan. Sous nos pieds sont enracinés 3000 ans d'histoire. Alors l'homme ne voit pas le volcan comme un ennemi, mais comme une montagne, là, derrière chez lui. Il ne l'identifie pas comme un élément néfaste. Voici la carte du plan d'évacuation de Naples tel que le prévoit le plan Vésuve. La zone rouge est celle des 30 communes à évacuer d'urgence. 700 000 habitants sont concernés. La zone jaune est celle où retomberont les cendres. Selon le plan, la population quittera les zones de danger dans les 72 heures avec 500 bus et plus de 200 trains mis à disposition des citoyens dans les 12 premières heures. L'ordre et la rapidité seront les conditions du bon déroulement de cette évacuation. Pourtant, la fluidité du trafic automobile n'est pas la première caractéristique de l'agglomération napolitaine.
dans laquelle circulent tous les jours plus de 400 000 véhicules. Cette congestion urbaine touche toutes les grandes villes de la péninsule qui se sont développées autour d'un centre historique inadapté aux voitures. L'exemple le plus probant, c'est la capitale, Rome. Il est 8h30. À Rome, c'est l'heure des embouteillages quotidiens sur le périphérique, le Gran Raccordo Anulare. La plupart des Romains travaillent au cœur même de la ville historique. La densité du patrimoine architectural à sauvegarder a toujours interdit d'y construire les grandes artères à 4 voies ou de bâtir les réseaux de transport collectif dont sont dotées les villes à l'activité équivalente. 2 lignes de métro et une 3e en construction en tout et pour tout. Fernando Salzano est historien. Depuis le ciel, il décrypte pour nous l'évolution de la capitale italienne. Rome a une structure concentrique avec d'anciennes voies romaines qui convergent depuis la périphérie, depuis le grand contournement de Rome vers le centre-ville. Quand on l'observe dans son ensemble en prenant de la hauteur, on voit qu'il s'agit d'une ville étendue, une ville presque polycentrique, ou en tout cas qui possède plusieurs centres d'habitation et de développement. Plusieurs vagues de planification urbaine ont changé la capitale. Dès la fin de la guerre, des centaines de milliers de paysans ont quitté la terre pour venir s'installer à Rome afin de profiter du boom économique. Cet exode rural massif et spontané a bouleversé le paysage urbain de Rome, qui s'est mis à pousser hors les murs de façon vertigineuse. Ceci a provoqué une augmentation importante de la taille de la ville, qui s'est faite de manière désordonnée et spontanée. Sur cette carte du développement historique de Rome et de son agglomération, voici ce qu'était l'étendue et les limites de la ville en 1870, quand elle devient la capitale de l'Italie. C'est la Rome historique, celle qui contient le Vatican et le Colisée. De 1930 à 1950, sous le régime fasciste, Mussolini réorganise le centre-ville en chassant les pauvres vers l'extérieur. Naissent alors des quartiers aménagés comme Garbatella ou le quartier européen, situés en périphérie et qui marquent le début de l'étalement urbain romain. On aperçoit aussi Garbatella, qui a été absorbé par la ville lors de sa croissance spontanée. Et aujourd'hui, il s'agit d'un quartier qui appartient quasiment au centre-ville. C'est la semi-périphérie. Mais ce qui a véritablement donné sa physionomie à la Rome d'aujourd'hui, ce sont les borgates. Les borgates sont en fait d'immenses quartiers improvisés, bâtis sans plan et sans concertation pour accueillir la population venue des campagnes. Les borgates fleurissent partout. Ponte Galeria à l'ouest, Centecelle à l'est ou Fidène au nord. On survole maintenant Fidène. C'est un exemple d'agglomération spontanée. Fidène est un faubourg populaire qui est né dans les années 50 à l'initiative des familles qui ont décidé d'y habiter. La majeure partie de l'expansion résidentielle de l'après-guerre est surtout le fruit des initiatives privées, des grandes sociétés immobilières. Le Corviale est le plus long immeuble d'habitation du monde. 957 mètres d'un bout à l'autre pour 1200 logements sur 9 étages et 6000 habitants. Il constitue un peu le symbole des projets ratés de l'urbanisme romain. On a assisté à la création de ghettos qui, finalement, ont conduit à l'échec de ce projet, de cette utopie qui consistait à créer une nouvelle centralité. Il manque encore une planification, un projet réel pour définir la Rome du futur. La grande ville italienne du futur existe déjà. C'est Milan, capitale économique et financière du pays. Située dans le nord de la péninsule, où sont concentrées la plupart des grandes agglomérations dynamiques d'Italie. Il est 9h à Milan, et l'activité bat son plein. La ville symbolise la réussite de l'Italie unifiée. Avec ses 7 500 000 habitants,
Milan a connu depuis l'après-guerre une explosion démographique et économique sans équivalent dans le reste de l'Italie. Ses constructions démesurées, son architecture futuriste et son mode de développement urbain la rapprochent du modèle des grandes métropoles européennes, comme la City de Londres, la Défense à Paris ou le quartier Innenstadt à Francfort. Cet esprit s'incarne dans les 3 tours du projet City Life, parmi laquelle la construction la plus haute d'Italie, 202 mètres, 50 étages. Au centre-ville, le Duomo, la coupole de la cathédrale de Milan, rappelle que la puissance de cette capitale économique ne date pas d'hier. Milan est au croisement de 2 anciennes voies romaines très importantes, la Via Emilia et la Via Postumia, qui 2 siècles avant notre ère traversaient le nord de la péninsule d'ouest en est, mettant ainsi en rapport les 2 rives de la Méditerranée. La plaine du Pô a longtemps cristallisé la vieille division entre le nord du pays, riche et industriel, et le sud, pauvre et agricole. Aujourd'hui, après le démantèlement de son industrie lourde, l'Italie conserve un tissu de petites et moyennes entreprises tournées vers une production en série, made in Italy. Elles s'épanouissent dans le territoire selon un mode d'organisation unique en Europe, les districts industriels. Un développement local d'entreprises spécialisées dans un même secteur d'activité. Le marbre à Carrare, la soie à Côme ou la métallurgie dans les vallées des Alpes. Sur les 141 districts italiens, 17 seulement sont situés dans le sud, 37 dans le centre et 82 dans le nord du pays. Ils sont répartis dans plusieurs grands domaines industriels comme l'agroalimentaire, la mécanique, le cuir, le mobilier et le design. Ce modèle industriel puise ses racines dans l'histoire du pays. Il associe étroitement capitalisme familial et savoir-faire local. C'est toute l'histoire de la société Novamont, qui fait partie du district de la biochimie, un district technologique en plein développement. Novamont est situé à Novare, la 2e grande ville du Piémont après Turin, à une 40aine de kilomètres de Milan. Katia Bastioli, créatrice et directrice de Novamont, a repris le centre de recherche de l'entreprise pour développer une activité qui a essaimé sur tout le territoire. La première expérience que nous avons tentée a consisté à mettre au point des bioplastiques biodégradables pour optimiser la collecte sélective des déchets organiques. Novamont a commencé à travailler avec les petites communes de la région, puis a bénéficié de l'attitude favorable des pouvoirs publics italiens. Dès 2006, une loi oblige à se servir de sacs plastiques biodégradables. Depuis, le tonnage du recyclage organique a doublé. Aujourd'hui, Milan est la ville où l'on collecte le plus de biodéchets au monde, 96 kg par personne, et la qualité est excellente. Novamont a réussi à entraîner une filière entière derrière elle. C'est au nord de la Sardaigne, près de Porto Torres, que l'entreprise va chercher la majeure partie de sa matière première pour fabriquer le bioplastique. Elle a signé des contrats de production avec des agriculteurs locaux qui cultivent du maïs et une variété particulièrement adaptée de chardon. À partir du chardon, on peut produire de l'énergie, mais aussi des sucres de 2e génération. Nous avons étudié les racines de la plante. Pour transformer ces chardons en produits écologiques, Novamont a converti une partie de l'ancienne raffinerie de pétrole située à proximité des champs en bioraffinerie. Nous nous sommes demandé comment connecter les friches industrielles au reste du territoire. Sinon, nous créons des cathédrales dans le désert. Novamont a choisi de remettre en culture des terres délaissées et fait aujourd'hui la preuve qu'une synergie industrielle permet de résoudre des problèmes environnementaux. Pour ces travaux de recherche, nous avons donc collaboré avec des agriculteurs et des bergers.
Nous sommes entrés en contact avec des universités, avec des fabricants de produits finis et avec des utilisateurs pour voir comment appliquer ces savoir-faire de façon plus vertueuse. Et nous avons mis au point de nouveaux engins agricoles, adaptés au sol caillouteux, afin d'éviter le travail d'épiérage. La réussite exemplaire de Novamont est symbolique du paysage industriel italien, partagé entre un nord moteur de l'économie nationale et un sud, toujours en recherche de développement. La région du Salento, c'est le sud de l'Italie, le talon de la botte, qui ne compte aucun district industriel et qui semble accumuler toutes les difficultés d'une région défavorisée. Soudain, un immense cercle de 12 km de circonférence, un cercle parfait recouvert de bitume. C'est le circuit de Nardo, le plus rapide du monde, une des fiertés du Sud, où viennent les constructeurs automobiles de toute l'Europe pour y tester leurs véhicules. Il est 9h30. Le pilote d'essai boucle ses derniers tours. C'est la bonne heure avant les grosses chaleurs de la mi-journée. Francesco Nobile est le directeur général du Nardo Technical Center. Comment est la piste? La piste était parfaite, précise. C'était bon. Il y a beaucoup de gomme. C'est déjà un peu chaud pour les pneus, mais ça va. Au-delà de la réussite industrielle et sportive que permet le circuit, il a aussi un bel impact sur la relance d'une région qui veut sortir de son isolement économique. Les personnes que nous employons ici ont le même niveau de compétences techniques que n'importe quel autre constructeur automobile partout dans le monde. Tous les travaux qu'on entreprend, comme la réfection du revêtement de la piste, la création de nouveaux bureaux, eh bien l'économie locale en profite. On cherche aussi à mettre en place une coopération et une collaboration avec les écoles techniques et les universités de la région afin de pouvoir recruter des ingénieurs et des techniciens. Le fait de s'implanter dans la péninsule du Salento et à travers toute l'Italie, ça constitue une véritable opportunité pour des sociétés internationales qui évoluent sur le marché mondial. Si on conjugue le design, l'inventivité et la fantaisie italienne avec le pragmatisme de l'Allemagne et des pays d'Europe centrale, et si on arrive à harmoniser ces différentes façons de penser, le résultat sera forcément grandiose. Du ciel, le circuit de Nardo est une oasis industrielle. Tout autour, sur des centaines de kilomètres, des Pouilles à la Calabre, le sud de l'Italie est dominé par la culture de l'olivier, la seule possible ou presque avec un climat aussi aride. Hégémonique dans les plaines du sud, l'olivier est en fait présent dans presque toute la péninsule, en parvenant à s'adapter à des climats et des reliefs plus nuancés, comme celui de la Toscane. Davide Rizzo, de l'université de Pise, est géographe et agronome, spécialiste des paysages méditerranéens. À l'est de Pise, nous approchons du mont Pisano, un élément clé pour comprendre la physionomie générale de la Toscane. Rien que sur la moitié du Monte Pisano, on compte 2000 km de murs de pierre sèche, l'équivalent de la Grande Muraille de Chine. Ils ont été construits au fil des siècles afin de rendre possible la culture des terres. On les voit bien ici. Ce terrain présente des contraintes structurelles. Il est en pente, alors la pluie a tendance à emporter la terre. Heureusement, la partie supérieure est boisée et elle absorbe la pluie comme une éponge. Et puis, à mi-chemin, il y a des oliveraies, sur des terrasses qui font 1,5 m de large. Elles bénéficient d'une exposition idéale. Regardez l'orientation des vallées. Les versants nord sont boisés et les versants sud sont couverts d'oliveraies avec des plans parallèles aux courbes de niveau. Là, on survole une monoculture d'oliviers. Ici, alternent des zones d'agriculture, tous ces espaces verts foncés, avec les oliviers qui sont plus en hauteur. Les terres agricoles toscanes profitent largement de leur proximité avec les grands lieux touristiques que sont Florence, Pise,
Sienne. Au sud de Florence, cette partie de la Toscane, c'est précisément la région de Chianti, mondialement célèbre pour ses vins. À Fonterutoli s'étage un domaine prestigieux, propriété de la famille Mazzei depuis 1435. Mais à côté de la vigne, qui est une vieille affaire de famille, Filippo Mazzei s'est lancé dans la culture de l'olive. Giovanna, tu es avec Jonathan? D'accord, on est en chemin, mais je passe par Caggiolo. Il est 10 heures, l'heure pour Filippo Mazzei de laisser son vignoble et d'accorder toute son attention à ses oliviers. La culture de l'olive, c'est une activité très difficile. Ici, on est dans le centre-nord de l'Italie, et l'oléiculture permet à peine, pas de survivre, mais d'avoir une production intéressante. Le côté marginal de l'oléiculture, à flanc de colline, permet d'obtenir une huile très chère, mais extraordinaire. Pour réussir son pari, Filippo s'est positionné sur un créneau haut de gamme, une huile de terroir. On déguste aussi les huiles? Ah, l'odeur d'artichaut pur. C'est typique de la vallée du Chianti, cette odeur d'artichaut. Tu la sens? Maintenant, oui. Incroyable. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup d'olives pour faire 1 litre d'huile. Si on les compare à d'autres cultures, les rendements à l'hectare des oliveraies sont donc très faibles. Regarde comme elles sont petites. On fait même pas 1 kilo d'huile par arbre. Plutôt 600 ou 700 grammes. Mais c'est une production de qualité. On a eu quelques années difficiles. Il y a 2 ans, on a perdu toute la récolte. Il suffit de pas grand-chose. Un changement de météo, une maladie, et c'est un désastre. Mais cette année, on a une belle homogénéité. La quantité n'est pas au rendez-vous, mais on devrait obtenir une huile délicieuse. En Toscane, les oliviers de Filippo Mazzei ont échappé à la catastrophe qui s'est abattue sur les oliveraies du sud de l'Italie avec l'apparition de la Xylella en 2013. La Xylella est une bactérie mortelle car elle attaque les tissus de l'olivier qui transportent la sève. En quelques semaines, l'arbre se dessèche et meurt. On connaît la Xylella depuis longtemps sur d'autres continents, mais son arrivée en octobre 2013 dans les oliveraies des Pouilles, au sud de l'Italie, près de Lecce, a pris tout le monde par surprise. La bactérie s'est rapidement étendue à la quasi-totalité des Pouilles. L'Italie, encouragée par l'Union européenne, a fait le choix d'arracher les oliviers sur 23 000 hectares. Nous sommes à Torchiarolo, entre Brindisi et Lecce, dans les champs d'oliviers de Francesco Castrignano. Depuis l'arrivée de la Xylella, Francesco bénéficie des conseils de Christos Xyloyannis de l'université de Basilicate. Christos s'oppose à l'arrachage exigé par l'Union européenne. Pour combattre efficacement la bactérie, il prône la taille contrôlée des oliviers. Comment vas-tu? Pas trop mal, merci. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de contrôler? J'essaie de faire de mon mieux, en traitant les feuilles avec du cuivre. Quand tu m'as montré qu'il y avait un problème sur le 3e arbre, j'ai décidé de le surveiller. Tu as vu les premiers symptômes et... Et je l'ai taillé pour éviter que d'autres arbres soient touchés. En l'observant, je me suis aperçu que l'arbre change beaucoup une fois qu'il est infecté par la maladie. Regarde, je l'ai taillé et regarde comme il est maintenant. Et cet arbre s'est régénéré. Je l'ai taillé très court pour être sûr qu'il ne pourrisse pas. Pour compenser les pertes dues à l'arrachage, l'Union européenne a versé des contributions indexées sur la production par hectare. Une vision étroitement comptable qui ne prend pas en compte les dimensions culturelles et historiques de l'oléiculture italienne. L'oléiculture offre des services écosystémiques qui bénéficient à la communauté, mais aussi à notre planète tout entière. Ils mettent tout sur le même plan. Oui, ils ne font pas les bons choix politiques au niveau communautaire. Européen, oui, c'est vrai. Les 1600 arbres arrachés dans les Pouilles n'ont pas empêché la maladie de progresser. Le remède est inefficace, disent les oléiculteurs italiens. Il faut au minimum doubler ce chiffre, répondent les commissaires européens.
Aujourd'hui, le destin des 11 millions d'oliviers du Salento demeure hypothétique. Mais l'olivier ne s'est pas accaparé tout le paysage de l'Italie. L'agriculture italienne présente autant de diversité que de territoire. Avec un chiffre d'affaires de 43 milliards d'euros, l'Italie est la troisième puissance agricole européenne, après la France et l'Allemagne. Cette réussite s'appuie sur une mosaïque de paysages agricoles. Au nord, au pied des Alpes, la plaine du Pô, humide et fertile, se prête à une agriculture intensive, avec des céréales et du riz. Au centre du pays, dans la chaîne de montagnes des Apennins, l'élevage et la polyculture, sous la forme de petites exploitations, se sont établis sur ces versants descendant vers les plaines fécondes, bordant la Méditerranée. Depuis une vingtaine d'années, l'agriculture italienne s'est engagée massivement dans une politique de la qualité. Le respect de la terre, du produit et du travail des hommes devient la norme. Aujourd'hui, une exploitation agricole sur 3 est bio. Une vraie révolution qui s'est naturellement étendue à la vigne. Comme l'olivier, en Italie, le vin est partout. Considéré comme un trésor national qui justifie parfois des investissements colossaux. Le domaine Antinori a dépensé 100 millions d'euros pour la rénovation de ses 37 000 mètres carrés de caves et leur intégration dans le paysage toscan. Il y a 30 ans, le scandale du vin au méthanol avait failli porter un coup fatal au vin italien. Aujourd'hui, l'Italie est le premier producteur mondial. Le secret, les terroirs et une agriculture à visage humain. L'Italie est le pays qui compte le plus de certifications en Europe. On compte plus de 300 cépages. Des collines du Piémont aux coteaux des Abruzzes, des plaines de la Basilicate aux hauteurs de Calabre. Avec une spécialité nationale, le vin à bulles. Le dernier né dans cette catégorie a le vent en poupe. C'est le Prosecco, cultivé avec soin et douceur sur les coteaux de Vénétie. Le Prosecco que le monde entier s'arrache et que les Italiens regardent comme un petit miracle. Il est 11 h. À Premaor des Miane, dans la province de Trévise, à 100 km au nord de Venise, depuis 4 siècles, la famille Gregoletto travaille le vignoble. Giovanni et Beppe Gregoletto se sont répartis les rôles. À Giovanni, l'exploitation commerciale du vin, à Beppe, la supervision assidue de la culture. Salut Giovanni. Oui, tout va bien. Et toi, ça va? Bien sûr, les vendanges continuent. Il fait un temps magnifique et le raisin est sublime. Ciao Giovanni, ciao. La famille Gregoletto tient à cette qualité du Prosecco des origines. On travaille la terre très simplement. On n'utilise pas de produits déshydratants, pas de produits chimiques trop forts, et tout le travail est fait à la main. C'est dans la région vallonnée de Conegliano et Valdobbiadene qu'on obtient les produits les plus vrais, les plus authentiques, les plus riches en personnalité et en caractère. Le Prosecco est un vin qui m'évoque une phrase de Paul Valéry sur la légèreté. Il faut être léger comme l'oiseau et non comme la plume. L'entreprise Gregoletto est une exploitation familiale transmise de père en fils, très typique des petits terroirs du Prosecco. Ici, les décisions sont toujours prises sous la vigilance paternelle. Va jeter un œil au vignoble d'Armando pour voir si la maturation est bonne. Et si on peut commencer les vendanges. Ok, ça marche. Je t'appellerai de là-bas pour savoir si on fait la partie droite ou gauche du vignoble. D'accord. À tout à l'heure. Ce vin se boit d'abord ici. Quand il y a un baptême, quand il y a une communion, une confirmation, un mariage, un enterrement, le Prosecco, c'est le ciment de notre communauté. Regardez comme il est beau, le raisin d'Armando. Bonjour Giovanni. Bonjour Armando. On peut aller voir si le raisin est mûr? Elles sont magnifiques. E quando spunta l'erba, la porto a pascola. Le succès du Prosecco à l'exportation est spectaculaire. En 2014, pour la première fois, il a dépassé l'indétrônable champagne en nombre de bouteilles vendues.
Une bonne partie du Prosecco, et notamment celui qui est destiné à l'énorme clientèle chinoise, est désormais cultivé dans les plaines selon des modes de production industriels, très éloignés de celles de la famille Gregoletto. Des terres vouées à la culture des céréales ont été brutalement transformées en vignobles. Malgré ces dérives, l'Italie se tourne aujourd'hui vers des pratiques agricoles plus saines. Et la physionomie de la chaîne alimentaire a profondément changé. Mais dans un pays où bien manger est un art du quotidien, il fallait aussi retrouver le goût de traditions alimentaires oubliées et les saveurs des produits marginalisés par les réseaux de la grande distribution. Ainsi est née l'idée du local, idée italienne qui a ensuite essaimé dans le monde entier en donnant naissance au mouvement Slow Food. Il est midi à Turin, la capitale du Piémont. Chaque année, Slow Food organise un salon du goût qui se tient en plein air. Plus de 5000 délégués venus de 160 pays, 800 exposants, tous adeptes de la filière courte, s'y donnent rendez-vous. C'est le plus grand événement international consacré à la culture alimentaire. Carla Coccolo est la responsable logistique du salon. Nous sommes une nation de paysans. On est nés paysans. Alors on a su protéger et défendre les traditions au fil des années. C'est le témoignage d'une richesse importante du point de vue de la biodiversité et de la culture alimentaire. On estime que le modèle alimentaire qui gouverne le monde aujourd'hui ne fonctionne pas. Et nous, on fait tout pour qu'il change. Les gens ont besoin d'apprendre parce qu'ils ont un peu perdu leur point de repère. Et les producteurs ont l'occasion de discuter entre eux et d'acquérir une certaine dignité à travers le réseau Terra Madre. Parce que les gens s'intéressent à leur travail. Ils ont la possibilité de parler de leur métier aux consommateurs. Oui, ce sont des producteurs de denrées alimentaires, mais ce sont surtout les gardiens d'un monde qui est en train de disparaître. Quand je vois des consommateurs qui arpentent ces allées, qui posent des questions, qui rencontrent les producteurs, tout ceci me laisse penser que notre mouvement a de l'avenir. Il est 13h. Du nord au sud de l'Italie, c'est la pause déjeuner. On prête aux Italiens une manière particulière de vivre ce repas de midi. Il est censé se partager en terrasse ou autour de la table familiale. Il serait un des moments clés de cette fameuse douceur de vivre enviée à l'Italie par le reste du monde. Qu'en est-il en réalité aujourd'hui, alors que la mondialisation généralisée a accéléré les modes de vie ? Geraldina Roberti est sociologue. Ses recherches portent justement sur le changement et la continuité des mœurs italiennes. L'image de la Dolce Vita a marqué l'imaginaire collectif, et pas seulement chez les Italiens. En réalité, c'est un style qui a pleinement représenté ce qu'était l'Italie des années 60, l'Italie du boom économique. Aujourd'hui, les choses ont changé, c'est sûr. La Dolce Vita ne reflète plus le mode de vie des Italiens. Je parlerais plutôt d'un modèle slow life. La capitale, située au centre d'un pays contradictoire et divisé, est selon Geraldina le point d'observation idéal pour mesurer les métamorphoses de la Dolce Vita. On accorde aussi de l'importance au bien-être collectif, à ne pas gaspiller par exemple. Tout ceci contribue à réduire le taux de pollution. Ce qui nous tient à cœur, c'est la qualité de vie sur l'ensemble de la planète. C'est quelque chose de très fort en Italie. Ce consensus écologique très largement partagé a poussé les Italiens à opérer des choix ambitieux en matière d'énergie. Trop de tremblements de terre, de volcans actifs. L'Italie s'est jugée finalement incompatible avec l'énergie nucléaire.
Consultés par référendum, les Italiens ont dit 2 fois non au nucléaire. En 1987, après Tchernobyl, et en 2011, après Fukushima, cette fois avec 94% des voix. Dans la foulée, l'Italie a modifié sa carte énergétique en profondeur. La part des sources fossiles a fortement diminué, tandis que celle de l'énergie renouvelable a triplé, en transformant d'ailleurs de manière saisissante le paysage de la péninsule. Il est 14 heures. L'activité du pays reprend doucement. Le soleil est à son zénith. Ce soleil, les Italiens ont depuis quelques années décidé d'en disposer comme d'une source d'énergie primordiale. C'est du ciel qu'on s'en rend compte le mieux, en observant comment les milliers de panneaux solaires dont le pays s'est doté réverbèrent ses rayons à l'heure de la sieste. Au centre de la Sardaigne, le parc photovoltaïque d'Ottana, un des plus grands d'Europe, permet d'alimenter en énergie électrique plus de 35 000 foyers. Il symbolise le virage pris par le pays en matière de production d'énergie depuis 30 ans. En 10 ans à peine, les Italiens ont décroché la première place mondiale pour l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque devant la Grèce et l'Allemagne. Une place justifiée au regard de cette carte de l'ensoleillement. La Sardaigne bénéficie du taux maximum comme la Sicile ou les Pouilles. Le nord, où la météorologie est pourtant moins favorable, est remarquablement équipé en panneaux solaires. Les parcs éoliens se sont aussi multipliés dans le pays. Aussi bien au nord qu'au sud, comme en Sicile, largement ouverte au vent capricieux de la Méditerranée. En 2015, l'Italie se classe au 6e rang des pays européens producteurs d'électricité éolienne. Au total, les énergies renouvelables contribuent pour près de la moitié des besoins d'électricité du pays et couvrent 10% de l'ensemble de ses besoins énergétiques. En choisissant de renoncer au nucléaire, l'Italie s'est retrouvée très dépendante de l'étranger, auquel elle achète 75% de son énergie, dont la plus grande part concerne des énergies fossiles, le pétrole et le gaz naturel. Sur la côte sud de la Sicile, voici le terminal pétrolier de Gela. Gela est le grand témoin des rapports très étroits que la péninsule a noués avec ses voisins d'Afrique du Nord sur le plan énergétique, et notamment avec la Libye. C'est à la fin des années 60 que l'Italie se jette sur l'or noir libyen. Le jeune colonel Kadhafi, décidé à exploiter les immenses ressources pétrolières de son pays, contourne le monopole des grandes multinationales anglo-américaines du pétrole en se tournant vers l'Italie. Jusqu'en 2009, 30% du pétrole libyen partait vers la péninsule. La chute du régime de Kadhafi en 2011 et le chaos qui a suivi ont tout bouleversé. Les flux de pétrole se sont taris, remplacés par ceux des migrants africains qui profitent du désordre libyen pour s'échapper vers les côtes de la Sicile. Il est 14h30. Dans le port de Catane, une équipe de la Guardia Costiera, les gardes-côtes italiens, appareille pour une nouvelle mission de surveillance. L'Aquarius, affrété par Médecins sans frontières, parti ce matin de Trapani, est en route vers la Libye. C'est à la marine militaire italienne que revient la surveillance de la mer Méditerranée. Mais c'est sur le Centre de coordination des opérations de sauvetage, le MRCC, basé à Rome, que repose l'essentiel du dispositif des secours. We need your help, please. We need your help. Okay, sir. You are on board of a rubber boat. Can you speak English, please? We are our ship is sinking right now. Please, can you help us? Now, you are on board women, children. We have small children. Please, yes. can you help us? Yes. This position is strange. Your boat is made in plastic. Okay, it's a rubber boat. Okay, sir.
Depuis que la route des Balkans s'est refermée, l'Italie a été submergée par le nombre d'arrivants. En 2014, la traversée de la Méditerranée avait concerné 200 000 personnes. En 2015, ils étaient 1 million. En 10 ans, on estime que 30 000 d'entre eux, hommes, femmes et enfants, se sont noyés avant la fin du voyage. Catherine Witold van Den enseigne à l'université Sapienza de Rome. Elle est spécialiste des flux migratoires en Europe. Effectivement, la fracture, elle est partout. C'est une des plus grandes lignes de fracture du monde, la Méditerranée. C'est une fracture politique, puisqu'au sud, on n'a pas beaucoup de démocratie. Une fracture économique, puisque les écarts de niveau de vie sont quand même parfois de 1 à 20. Une fracture démographique, puisque l'Europe vieillit considérablement. Et puis une fracture sociale, etc. Pour des millions d'hommes et de femmes qui vivent au sud de la fracture, malgré les dangers du naufrage, la traversée de ce petit bras de Méditerranée est le plus court chemin vers l'Eldorado. Il vaut la peine de tenter sa chance. Souvent, plusieurs embarcations de migrants quittent ensemble les côtes libyennes. Les interventions des secours doivent alors être menées simultanément à plusieurs kilomètres les unes des autres. Et la posizione? Marco Mincio est le représentant des gardes-côtes au sein du MRCC. Le temps de réaction est le facteur principal. On doit essayer de coordonner tous les éléments afin d'avoir chaque jour un dispositif naval opérationnel en permanence. En réalité, face au risque de naufrage, le grand partenaire des autorités italiennes, ce sont les organisations non gouvernementales et leurs bateaux, capables de porter secours et de recueillir les infortunés en pleine mer. Comme la plupart des bateaux de marchandises naviguent surtout le long des côtes sud de la Sicile, les bateaux des ONG, coordonnés par le MRCC, vont sauver les migrants le plus près possible des côtes africaines, en limite des eaux territoriales. Les naufrages ont principalement lieu sur les 200 000 nautiques qu'il faut franchir depuis le port d'embarquement en Libye. Cette zone, juste au-dessus, est sous le contrôle d'un bateau de la marine militaire. Et là, en dessous, l'Aquarius les a repérés, mais ils ne sont pas encore sous contrôle. Au moment où les migrants sont récupérés par les bateaux sur place, c'est le MRCC à Rome qui décide vers quelle destination il est le plus judicieux de les diriger pour qu'ils puissent être pris en charge. Sur les 5 ports principaux de Sicile, Pozzallo, Syracuse, Augusta, Catane et Messine, en 2016, les gardes-côtes ont recueilli plus de 43 000 personnes. On assure les premiers soins d'urgence. Et il arrive qu'on transporte par hélicoptère une des personnes qui se trouvent à bord. Le premier contact avec la terre d'asile est rude. Les centres d'accueil improvisés ne sont pas assez nombreux et mal équipés. L'Italie est en fait divisée sur le sort de ces migrants, devenus des immigrés. La misère et la guerre continuent. Les flux ne tarissent pas. Beaucoup quittent la Sicile pour la péninsule et remontent vers le nord de l'Europe. En chemin, plusieurs milliers s'arrêtent dans la région de Foggia, au centre des Pouilles. Daniele Calamita, syndicaliste agricole, observe l'impact de cette main-d'œuvre à bas prix sur les paysages agricoles de cette région du sud. Il est 15 heures et c'est la pleine activité sous un soleil accablant. Regardez, on voit des gens en train de travailler. Ils sont en pleine récolte. C'est une récolte manuelle. Sur ce territoire, on produit environ 30 000 hectares de tomates. 90% de la production mondiale de tomates pelées est produite ici. Et la plupart du temps, elles sont récoltées par des travailleurs migrants, qui sont très souvent exploités.
Ils touchent des salaires ridiculement bas, de 2 à 3 euros la caisse. Ils sont donc payés au rendement et ils obéissent à des contremaîtres agricoles, dans un système de recrutement illicite des travailleurs. Regardez, juste en dessous, on aperçoit de nombreux camions. Il y a 2, 4, 6 camions qui attendent que les tomates soient chargées. Ils emportent cet or rouge vers des usines de transformation. Et là, on survole un champ de tomates, où ils procèdent à une récolte mécanisée. Il est impossible pour les migrants de se loger décemment avec les salaires qu'on leur verse. D'où ces camps de fortunes improvisés en plein champ, devenus au fur et à mesure de petits villages de tôle et de carton, isolés du reste de l'Italie. En italien, des ghettos. Celui de Rignano regroupe 3000 personnes. Le voilà. On l'aperçoit. C'est presque une ville. Les maisons sont faites de carton, de tôle, d'amiante, de matériaux de récupération. Le ghetto a aussi sa richesse. C'est une machine économique, une micro-ville. Un vieil homme va construire des maisons, un jeune va réparer les vélos, un autre sera mécanicien, réparateur de pneus, couturier. C'est un village avec toutes ses ramifications. Daniele Calamita se bat pour que le gouvernement intervienne et fasse respecter les normes de la législation sociale italienne. Dans toute la péninsule, le flux de circulation des hommes et des marchandises bat son plein, en conformité avec les lois de la nouvelle économie mondialisée. Afin d'en profiter au maximum, l'Italie s'est dotée des infrastructures adéquates. Au nord-est du détroit de Messine, l'immense port de Gioia Tauro et ses grues géantes dominent le paysage côtier. Un projet industriel pharaonique pensé et conçu par l'État italien afin de dynamiser le sud de l'Italie. En un peu plus de 20 ans, Gioia Tauro est devenu le premier port de marchandises du pays et le 5e terminal de grands conteneurs d'Europe. Sa position géographique très favorable lui permet en effet de capter le trafic des gigantesques porte-conteneurs venus d'Extrême-Orient qui arrivent droit sur lui au sortir du canal de Suez. Il est 15 heures. Daniele Testi est un des responsables techniques et logistiques de la société Concip Italia, une société qui réachemine depuis Gioia Tauro les marchandises arrivées sur les grands porteurs. Les cargos arrivent des 4 coins du monde. Parmi toutes les marchandises qui transitent par Gioia Tauro, environ 14% arrivent de Chine, de l'Extrême-Orient, de Corée et du Japon. Une autre part importante vient d'Amérique, aussi bien d'Amérique latine que d'Amérique du Nord. C'est une activité fondamentale pour l'Italie, qui a un emplacement stratégique en Méditerranée. Certains disent qu'on est un peu comme un quai en pleine Méditerranée. Les quais du port s'alignent sur 4 km. 4 de ces gigantesques navires porte-conteneurs peuvent y être déchargés en même temps. 131 ports sont directement reliés à Gioia Tauro. Le port redistribue les conteneurs dans des bateaux de plus petite taille qui rejoignent Gênes, Rome, Naples et les ports de l'Adriatique, dont Venise et Trieste. Gioia Tauro est aussi un point névralgique pour le trafic routier. Les poids lourds ont toutes les facilités pour charger leur cargaison et repartir ensuite dans toutes les directions. Alessandro ? Salut, c'est Daniel. Je suis devant le MSC Livorno. Tu peux me donner les chiffres concernant la productivité ? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 chariots cavaliers sur place. Merci, c'est parfait. À tout à l'heure. L'extraordinaire réussite de Gioia Tauro s'inscrit contre la fatalité qui veut que le sud de l'Italie soit condamné à la marginalité économique. Durant les 2 premières années, ce terminal a traité près de 2 millions de conteneurs et il a permis d'offrir du travail à des milliers de collègues. Et pourtant, la Calabre n'est pas connue pour son taux d'emploi record.
Ici, le problème de la mafia calabraise est grave et il dure depuis des dizaines d'années. Le port de Gioia Tauro est une forteresse. Il est équipé de tous les outils de contrôle permettant aux opérateurs de travailler le plus possible en conformité avec la loi. Les chiffres officiels sur l'économie des régions du Sud ne tiennent pas compte de l'activité souterraine très importante entretenue par les différents réseaux de la mafia. L'organisation criminelle a prospéré en détournant des milliards d'euros et en s'infiltrant dans la plupart des grands ouvrages. Ce système gangrène depuis des décennies l'économie du pays. Mais là aussi, les choses sont en train de changer. La Sicile est la terre d'origine de la mafia. Elle a été longtemps son royaume. Un royaume imprenable, contre lequel échouaient toutes les tentatives de l'État italien pour la soumettre. Avec une place forte, Palerme. Une loi, pourtant votée au début des années 90, a sérieusement entamé la puissance de l'organisation. Cette loi permet de confisquer les biens des chefs condamnés et impose qu'ils soient dorénavant affectés à des projets d'utilité sociale. Des centaines de bâtiments ont été saisis depuis dans toute la péninsule. Au nord, par exemple, dans la région de Milan, la somme représentée par les biens immobiliers qu'elle y détenait équivaudrait à 230 millions d'euros. Une estimation des autorités italiennes, car les prix des biens immobiliers changent fortement du nord au sud du pays. À Rome aussi, la mafia a massivement investi dans la pierre. Pour l'instant, l'État italien lui a confisqué l'équivalent de 220 millions d'euros, sous la forme de maisons, domaines, terres et immeubles. Au total, près de 30 milliards d'euros pour tout le pays. En Sicile, la prise est naturellement spectaculaire. Une estimation d'1,3 milliard d'euros. Rien qu'à Palerme, la mafia a été dépossédée de plus de 3000 biens. Une des plus symboliques de ces confiscations concerne la commune de Corleone, qu'on présente souvent comme la capitale de la mafia. À 30 km au nord de Corleone, au cœur de la réserve naturelle de la Serra della Pizzuta, la coopérative Portella della Ginestra s'est établie sur un des biens confisqués à la mafia. Valentina Fiore est sicilienne. Elle a ouvert une table d'hôte qui propose aux visiteurs de déguster des produits biologiques cultivés sur des parcelles détenues auparavant par des chefs mafieux. L'abandon est un risque majeur qui suit la confiscation d'un bien. On veut éviter le schéma classique. Tant que le mafieux est là, le bien est utilisé, et lorsque l'État arrive, le bien est abandonné. C'est encore plus grave lorsque le bien en question crée de l'emploi, parce qu'au moment où l'État arrive, des gens se retrouvent au chômage. Cette loi est importante parce qu'elle montre qu'une alternative est possible. Il y a 15 ans, la coopérative de Valentina a été en Sicile la première initiative concrète qui depuis a réellement essaimé dans toute la région de Palerme. Il me semble que c'est très rare. On a réussi à faire quelque chose qui s'appuie sur des études, qui permet aux gens de travailler et qui véhicule aussi un message fort sur la façon d'agir pour notre territoire. On est tout petits et nos régions sont grandes. Heureusement, on n'est pas les seuls à agir. Mais le fait de montrer qu'on est là et qu'on est socialement acceptable, écologiquement responsable et économiquement viable, c'est le défi qu'on essaye de relever. Comme les autres provinces du Mezzogiorno, la Sicile essaie donc d'échapper à la fatalité qui veut que toutes les pathologies de l'Italie s'exacerbent au sud de Rome. Elle a des ressources, des atouts, au premier rang desquels figure la mise en valeur et la préservation de son fabuleux patrimoine historique et artistique. L'Italie est le pays qui offre le plus grand nombre de sites inscrits au patrimoine culturel de l'UNESCO, une 50aine de sites classés. Partout des théâtres grecs ou des temples romains, c'est l'héritage antique. Et partout des monastères ou des cathédrales, des basiliques, c'est l'héritage chrétien. Entretenir ce patrimoine demande beaucoup d'efforts et d'argent à l'Italie, confrontée de surcroît aux menaces sismiques et volcaniques.
À côté de Naples, l'antique ville thermale Baia de Bacoli, désormais sous les eaux, est devenue le paradis des plongeurs. Au pied du Vésuve, Herculanum et Pompéi drainent un tourisme de masse parfois problématique. À Pompéi, depuis 2014, une nouvelle équipe armée d'une dotation de 130 millions d'euros, dont 96 millions de fonds européens, s'est attaquée au défi que représente la préservation d'un site arpenté chaque année par 3 millions de visiteurs. Le programme est très ambitieux. Protéger les ruines de l'humidité et recréer les conditions de la vie quotidienne à l'intérieur des maisons, dont plusieurs ont été restaurées de fond en comble. Massimo Osanna, le surintendant de Pompéi, dirige cette équipe. Nous sommes dans le Triclinium, une salle de banquet de la Villa Impériale, l'un des édifices que nous avons rouvert grâce au grand projet Pompéi. Nous nous sommes inspirés des peintures pompéiennes pour créer des copies de Triclinium. On y trouve aussi des objets originaux issus de notre collection. Voici des céramiques qui étaient en vogue dans les années qui ont précédé l'éruption. On pouvait y disposer des compositions de fruits qui constituaient une partie importante des repas. Il y a aussi des coupes et des coupelles servant à boire ou à manger. On y trouve un service de banquet complet car c'était un moment de convivialité très important. Peu à peu, Pompéi est tombée en ruine. Les zones qui n'étaient pas ouvertes au public n'ont pas été entretenues. Et c'est un peu le cœur du problème. Il n'y a pas eu d'entretien systématique pendant des années. Or, cet entretien devrait être normal à Pompéi. Et c'est le défi que nous tenterons de relever à l'avenir. Ici, nous sommes dans une pièce qui donnait sur les jardins et la mer s'étendait au loin. Toutes ces villes-là jouissaient de la vue imprenable qu'offre Pompéi entre le Vésuve, la côte amalfitaine et Capri. On voit bien que depuis l'époque d'Auguste, les personnes les plus riches ont toujours voulu une villa située en périphérie sur le mur d'enceinte, car elles disposent de terrasses qui donnent sur la côte. C'était des demeures luxueuses. D'ailleurs, elles sont toujours très recherchées aujourd'hui, et ce pour les mêmes raisons. Sur la route de Naples à Rome, on peut encore admirer les 3 temples grecs de Paestum, remarquablement préservés. Puis, à une trentaine de kilomètres de la capitale, Tivoli, une autre incarnation du patrimoine historique italien. Ici, à toutes les époques, les puissants qui régnaient à Rome ont choisi de se soustraire quelques jours au bruit et aux affaires du monde. « 16 heures sonnent au carillon des 900 églises de Rome, quand arrive le camion parti ce matin de Venise, avec la toile peinte par Carpaccio. Il se rend dans le quartier du Trastevere, où dans un ancien monastère bâti le long du Tibre, le complexe San Michele abrite à présent l'Institut supérieur pour la conservation et la restauration. Un laboratoire est consacré à la restauration des céramiques venues des 4 coins du pays. Un autre à celle des peintures. Sous la conduite de Francesca Campana, les étudiants y apprennent à la fois l'histoire de l'art et les techniques de restauration. Chacune des œuvres requiert une expertise et un soin particulier. L'apothéose de Sainte-Ursule, qui a 500 ans, n'échappe pas à la règle. Les toiles n'ont pas de problème de tension. Elles n'ont pas perdu leur couleur. Mais le problème, c'est qu'elles sont sales. Elles sont altérées par des taches et un jaunissement en surface, ce qui ne fait pas honneur à la qualité de ces peintures. Sauvegarder, restaurer, préserver coûte très cher à l'Italie. Depuis une quinzaine d'années, les budgets consacrés à la culture et à la préservation du patrimoine sont en baisse. Aujourd'hui, l'État italien fait appel à des capitaux privés et se tourne aussi vers ses partenaires européens pour lever des fonds qui lui permettent d'engager des moyens immenses pour des chantiers d'envergure pharaonique. Direction le nord-est du pays.
En arrivant par les terres, Venise, c'est d'abord la lagune. Cette immense étendue d'eau avec son écosystème très particulier. Puis la vision en altitude révèle la position spécifique de la ville de légende. Édifiée sur des fondations précaires, la ville est parvenue en quelques siècles à une prospérité commerciale et industrielle qui a fait d'elle une des grandes puissances du monde. Aujourd'hui, à l'ouest de la ville, le complexe pétrochimique de Marghera raffine les produits pétroliers qui arrivent sur les tankers traversant la lagune. Il est 17 h quand les gigantesques paquebots remplis de touristes traversent Venise pour accoster à la hauteur des vénérables palais de la Renaissance bâtis sur les quais. Les remous provoqués par leurs moteurs sont d'ailleurs si forts qu'ils menacent les fondations des bâtiments. La ville de Venise est la victime de son succès. Sa beauté en a fait le cliché touristique par excellence. Elle accueille chaque jour presque autant de touristes, 50 000, qu'elle compte de résidents, 60 000. Pour Venise, la santé de la lagune est vitale. Aujourd'hui, la sauvegarde de Venise doit conjuguer 3 éléments. Une activité industrielle en développement, la préservation de son patrimoine touristique et l'équilibre de l'écosystème de la lagune. C'est dans la lagune que se régulent naturellement les échanges avec l'eau de mer portés par les marées à travers les passes. Surveiller l'ensablement de la lagune, y remédier est la tâche des Vénitiens depuis toujours. Le projet MOSE est destiné à protéger Venise et sa lagune de la violence dévastatrice des hautes marées. Un projet titanesque. Son coût total est estimé à 5,5 milliards d'euros, dont 10% de fonds européens. Monica Ambrosini est responsable de la mise en construction du MOSE. Il était nécessaire de rétablir la qualité de la morphologie de la lagune, la qualité de l'eau, de retirer toute la pollution qui se trouvait dans l'eau de la lagune. Et une fois que la réhabilitation environnementale de la lagune a été faite, on a pu lancer le projet MOSE. Concrètement, le projet MOSE, module expérimental électromécanique, prévoit un système intégré de défense formé de rangées de vannes mobiles. Elles formeront un rempart contre les vagues. Le chantier a commencé en 2003, dans les 3 passes de Chioggia au sud, du Lido au nord et de Malamocco, point d'entrée important des navires marchands dans la lagune. Quand le chantier sera terminé, prévu pour 2020, 19 vannes géantes, plus de 20 mètres de longueur sur 3 mètres de hauteur, seront installées dans la passe de Malamocco. Comment fonctionne le projet MOSE ? En fait, ces vannes sont des boîtes en métal et elles formeront une barrière. Pour fermer temporairement le passage entre la mer et la lagune, on relève la barrière. Pour ce faire, on introduit de l'air comprimé à travers les charnières à l'intérieur des vannes. Cet air, que fait-il ? Il forme tout simplement une bulle qui va entraîner la flottaison de la structure. Les vannes pourront alors s'opposer tout en douceur à la force de la mer lors des hautes marées. Le projet MOSE est une prouesse technologique et industrielle à la hauteur de son ambition. Pourtant, son achèvement s'avère complexe. Sa date de mise en service est sans cesse reculée. Un grave scandale de corruption a entaché le consortium qui en a la charge. 1 milliard d'euros sur les 5 qu'il coûte auraient été détournés. Le ferry numéro 14 quitte le Lido pour rejoindre le village de Punta Sabbioni, à l'est de Venise. C'est la ligne régulière, le bus de la lagune. Comme de nombreux riverains, Paolo Buttari, capitaine du ferry, fait partie de ceux qui ne croient pas au projet. La lagune de Venise a besoin que l'eau circule. Si de l'eau fraîche n'entre pas, si l'eau ne circule pas, elle risque de croupir.
J'ajouterais que l'hydrographie de la lagune a changé. Les rives se sont érodées. Les fonds ont changé aussi, parce que les vagues qui viennent s'écraser contre l'île la poussent vers l'extérieur. Du coup, ça a entraîné la création d'un banc de sable. Regardez cette bande ici. On peut voir le sable à l'œil nu. Vous pourriez faire la traversée à pied. Je me souviens, il y a 30 ans, je venais faire de la plongée ici. Il y a eu un impact sur l'hydrographie. L'avenir de Venise est encore plein d'incertitudes. Cela n'empêche pas les plages du Lido et les autres îles bordant la lagune d'être bondées de baigneurs, adeptes du farniente. Plus au sud, vers Rimini et Ravenne, les autres plages de l'Adriatique sont aménagées pour le tourisme de masse. Sur les 40 millions de touristes qui se rendent en Italie chaque année, la plupart passent par les plages de ces deux façades littorales. Mais il n'y a pas que les touristes. Pour les Italiens eux-mêmes, le bain de mer est une institution. À l'opposé de ce tourisme de masse, et sa situation parfois difficilement contrôlable, une région a connu un sort totalement différent, en devenant en quelques décennies une destination prisée du tourisme haut de gamme. Direction la Sardaigne. L'île a longtemps été pauvre et marginale, isolée du reste de la péninsule. Ce temps-là est révolu. Les riches, les très riches, se sont accaparés une partie de sa côte, au nord-est, autour de Porto Cervo, à 50 km de l'aéroport d'Olbia. À la belle saison, les jets privés se posent en cadence. Ceux qui n'ont pas de jet viennent par la mer, jettent l'ancre dans les petites criques scintillantes ou les ports de plaisance. 50 km de côte ont connu une des transformations les plus spectaculaires du littoral méditerranéen. Lorenzo Camillo a été le témoin de cette transformation. Dans les années 60, il travaillait dans l'entourage du prince Aga Khan quand celui-ci a découvert Porto Cervo et décidé d'y investir une partie de sa richesse pour y attirer la jet-set du monde entier. Cette partie de la côte, sauvage, sur laquelle n'existait aucune infrastructure moderne, a donc été rebaptisée Costa Smeralda, en français Côte d'Émeraude. Il y a 60 ans, il n'y avait rien ici, dans la baie de Porto Cervo. Il n'y avait même pas une cabane de pêcheurs dans toute la baie. Ces terrains ne valaient rien parce qu'ils étaient inhospitaliers. Même les chèvres ne trouvaient rien à manger ici. Le prince Aga Khan transforme 55 km de côte splendide mais presque inhabitée en ce lieu de villégiature renommé. Il aurait pu construire des gratte-ciels tout le long de la côte s'il avait voulu. Ce n'était pas réglementé. Mais il a voulu faire quelque chose de très discret, des villas qui ne se voient pas, enfouies dans le maquis de la Méditerranée. La Côte d'Émeraude est devenue un modèle de développement touristique, nautique et immobilier de très haut niveau sur le plan mondial. Seul un Aga Khan pouvait le faire. La baie du Renard, le nec plus ultra de la Côte d'Émeraude. Ici sont rassemblés les plus grands yachts du monde. Une enclave sur un petit périmètre réservée aux milliardaires. Cette villa a été construite par Carlo De Benedetti. Ils ont découpé la colline, extrait la roche, construit la maison dans l'excavation et ils ont aménagé un jardin sur le toit. C'est une chose exceptionnelle. La propriété s'étend sur tout le promontoire.
Silvio Berlusconi s'est installé à Porto Cervo dans les années 70. Il y a fait construire le domaine de Certosa, 7 villas disséminées sur un parc aménagé de 68 hectares, 6 piscines et un terrain de football. Aujourd'hui, princes du Qatar et oligarques russes investissent massivement dans les infrastructures touristiques en Sardaigne. 150 000 touristes, appartenant tous au genre millionnaire, se succèdent sur la côte d'Émeraude. Cette fréquentation assez particulière a engendré une activité d'un nouveau type, l'événementiel sur mesure, pour satisfaire une clientèle qui justement ne connaît pas la mesure. Luca Gentilini est sarde. C'est un ancien DJ reconverti dans ce métier. Dorje, tout va bien? Vous êtes au restaurant? Parfait. Mets le repas sur notre note, comme d'habitude, et dis-lui que je passerai régler ce soir ou demain. La clientèle de Luca est exclusivement composée des habitués de la baie du Renard. On a besoin de savoir où se trouvent les plus gros yachts du monde. Et pour ça, on utilise une application. On entre le nom des bateaux qui nous intéressent, et quand on clique, on obtient immédiatement leur position GPS. Tu vois, j'ai tous les détails, la taille du yacht. C'est l'un des secrets du métier. Il faut toujours savoir quand les clients les plus importants vont débarquer. Sur une période de 40 jours, toutes les personnes les plus influentes du monde vont passer par ici. C'est magique. Porto Cervo, c'est un microcosme, et personne ne le sait. Ces gens-là, ils dépensent beaucoup d'argent. Les hôtels comme le Cala di Volpe, le Romazzino ou le Pitrizza, ils ont des suites qui coûtent 35 000 € rien que pour une nuit. À l'autre bout de l'Italie, au nord-est, au cœur du massif des Dolomites, c'est une toute autre conception du tourisme qui s'est épanouie. Celle du tourisme durable, qui veut conjuguer le respect de l'environnement et les loisirs sportifs. Les Dolomites sont un haut lieu de l'escalade mondiale. Les difficultés d'ascension de ces parois en ont fait un sanctuaire naturellement protégé du tourisme de masse et de ses déprédations. Quand l'Italie a décidé de développer la région, elle a opté pour la préservation de ce patrimoine géologique et écologique. Les Trecime di Lavaredo sont un des lieux mythiques de l'escalade moderne. Une trinité rocheuse qui s'offre sous conditions aux nouvelles pratiques sportives, comme cette course qui se court une fois l'an, au pied des falaises. Dans ce décor vertigineux, Reinhold Messner, un des plus grands alpinistes du XXe siècle, a ouvert la voie des sports extrêmes il y a une trentaine d'années. Depuis 10 ans, il construit dans sa vallée natale une suite absolument inédite de 6 musées qui célèbrent l'histoire de l'alpinisme. Il réhabilite d'anciens châteaux ou des places fortes d'altitude et crée de toutes pièces des structures futuristes dominant les vallées. Il est 19 h. Du nord au sud, la journée s'achève. Dans la région du Basilicate, à Pisticci, débute la procession religieuse qui rassemble toute la population du village. Dans les Pouilles, les estivants profitent des derniers rayons du soleil avant de rejoindre leur hôtel. À Venise, le dernier bateau de croisière quitte la ville sous le regard impatient des pêcheurs. Le crépuscule tombe sur toute la péninsule. La journée de travail est terminée, les Italiens rentrent chez eux. Pas tous. Pour les tifosi, l'heure est venue de se rendre au stade. Aujourd'hui encore, malgré les transformations profondes qui l'ont affecté, le football est la passion numéro 1. Chaque grande ville a son stade. Turin, Milan, Naples. Les plus grands ont été bâtis dès les années 20, sous l'impulsion de Mussolini, qui entendait donner aux masses italiennes une version moderne des grands cirques antiques.
Ils sont depuis régulièrement rénovés afin de répondre à l'affluence des supporters. L'un des plus récents est le stade San Nicola à Bari, construit pour la Coupe du Monde en 1990. L'Italie est, après l'Angleterre, l'autre pays du foot, le berceau des tifosi, qui entretiennent la rivalité tenace entre les clubs et les villes de tout le pays. Au stade de Rome, dans quelques heures va débuter la rencontre entre l'AS Rome et l'Inter de Milan. Les premiers supporters commencent tout juste à arriver. Pippo Russo est universitaire et sociologue du sport. Il est attentif au rapport que le football italien entretient avec les milieux financiers et la politique. On peut établir un lien entre la grande époque des clubs de foot italiens durant les années 60 et le premier miracle économique. La victoire de l'équipe d'Italie lors de la Coupe du Monde de 1982 a coïncidé avec le second miracle économique. Et l'échec à domicile lors du mondial de 1990 a marqué le début du déclin de notre pays. C'est aussi à ce moment-là que les contrats des joueurs ont commencé à exploser et qu'ont éclaté des scandales autour de la corruption politique et économique dans le monde du foot. Pour prévenir les débordements des tifosi, au centre de contrôle de la préfecture, des fonctionnaires de police surveillent les images transmises par les caméras de surveillance réparties dans les lieux cruciaux de la ville. Ok, me li quantifichi? Ma contestatori o ammiratori? Comprendo le difficoltà. Dans les années 80, le football commence à générer de fortes tensions en Italie. À ce moment-là, on assiste à une radicalisation. Et elle coïncide avec une période d'extrémisme politique et d'expansion du terrorisme. Les tensions politiques se sont apaisées en Italie, mais malheureusement les tensions liées au football ne sont pas retombées. On ne sait pas pourquoi le football se politise et on ne sait pas pourquoi la société se footballise dans les années 90. Il est 21h. Au stade olympique, le match tant attendu est sur le point de commencer. « 37 millions d'Italiens se déclarent tifosi. C'est la raison pour laquelle, dans les dernières décennies, les investisseurs se sont jetés avec avidité sur le football. Son chiffre d'affaires est maintenant de 13,7 milliards d'euros, ce qui le classe parmi les 10 secteurs économiques les plus importants du pays. Le foot italien est bel et bien devenu une industrie. Le match est terminé. En Sardaigne, dans les baies autour de Porto Cervo, les yachts privés sont au mouillage pour la nuit. Les noctambules rejoignent le complexe touristique de la baie du Renard pour une de ces soirées fastueuses dont la Côte d'Émeraude a le secret. Un concert privé devant un public de touristes fortunés. Ladies and gentlemen, good evening everybody! Il est minuit. Un jour en Italie, un pays confronté à des menaces très anciennes, qui doit aujourd'hui relever les défis d'un monde globalisé. Ces grandes villes autrefois rivales sont désormais les moteurs de sa croissance, de son unité, et concourent ensemble à son rayonnement.